Bonjour, bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous sommes avec Denis Safran. Le 13 novembre 2015, Paris et Saint-Denis étaient frappés par une série d'attentats. Denis Safran était alors médecin-chef de la BRI, l'ancienne anti-gang. Il fut le premier médecin à entrer dans la salle de concert. Bonjour Denis Safran. Cet événement terrible, vous le racontez, en tout cas en quelques pages, dans ce livre « Médecins de combat », publié en 2017. Alors la question, on vous l'a beaucoup posée. Qu'est-ce que vous découvrez lorsque vous entrez dans la salle du Bataclan, alors que des terroristes sont encore présents dans la zone ? Bien, déjà, dès avant l'entrée, on découvre sur le trottoir du boulevard Voltaire, devant le Bataclan, un chaos extrêmement important, avec les tables du café d'à côté renversées sur le trottoir, des bris de verre et malheureusement déjà des victimes. Surtout, c'est en entrant dans le hall et puis ensuite, après l'ouverture des portes battantes dans la salle, qu'on appelle la fosse, la découverte de ce spectacle d'horreur, de dizaines et dizaines de personnes entassées dans la fosse, couchées les uns sur les autres, et puis des personnes dans les stalles, sur les fauteuils, manifestement déjà décédées ou très gravement blessées, et malheureusement sur le point de mourir. Alors avant d'arriver à la BRI, vous avez déjà une longue carrière derrière vous, vous êtes un professionnel aguerri, mais quand on a un tel nombre de victimes, qu'est-ce qu'on fait immédiatement ? Alors ce qu'on fait, on ne va pas faire beaucoup de médecine, on va faire ce qu'on appelle de l'extraction. C'est une technique qui est bien connue des médecins militaires. L'objectif, c'est de pallier au risque de surattentat et de sortir le plus rapidement possible le plus grand nombre de victimes de façon à les envoyer en aval, là où se trouvent des secours spécialisés, en l'occurrence les SAMU et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Parce qu'il faut le rappeler, à la base, quand on est médecin dans une colonne au sein de la BRI, on est censé avant tout protéger les membres de cette colonne. Absolument. Dans chaque colonne d'assaut de la BRI, comme des autres unités d'intervention d'ailleurs, il y a un médecin au sein de cette colonne dont la mission essentielle est de prendre en charge immédiatement un policier d'intervention qui serait blessé, de lui prodiguer les premiers soins et d'organiser la chaîne de secours de façon à l'évacuer rapidement vers l'hôpital qui lui est adapté. Alors ce qui est étonnant et que moi je ne savais pas, c'est que du côté de la BRI, eh bien, les membres de ces colonnes ne sont pas forcément bien formés aux gestes de premier secours à ce moment-là. Bien, à l'époque, les policiers étaient peu formés aux gestes de premier secours. Ils l'ont été au moment de l'école, mais ensuite, il n'y a pas eu de formation continue, comme on dit. Depuis, bien entendu, nous, médecins de la BRI, nous les formons absolument en permanence au premier secours. Alors, vous avez évoqué à ce moment-là une situation qui a été présentée comme pas du tout silencieuse, au contraire de ce qu'avaient rapporté un certain nombre de médias, le silence absolu dans la salle. Ce n'était en réalité pas le cas, vous qui êtes le premier médecin à être entré dans la salle du Bataclan. Non, c'était absolument pas le cas. Les gens criaient, il y avait des plaintes. Non, c'était absolument pas silencieux. Et vous avez eu cette phrase aussi, à ce moment-là, cette nuit-là, le temps n'a plus existé. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? À partir du moment où vous vous trouvez dans ce type de situation, évidemment, la réaction est très individuelle. Je ne peux vous décrire que la mienne. Immédiatement, je me suis mis en situation de prise en charge de nombreuses victimes, sans état d'âme, sans philosopher à ce moment-là. Donc vous êtes dans une espèce de tunnel, mais un tunnel bienfaiteur, contrairement à certains effets tunnels qui vous imposent de faire des gestes inappropriés. Là, vous êtes dans un tunnel, vous avez une mission, vous remplissez la mission sans réfléchir à autre chose qu'aux gestes utiles pour la mission, et tout en imaginant bien la suite immédiate. Que vais-je faire ? Quel doit être mon objectif ? Et là, l'objectif, c'était de prendre en charge le maximum de victimes pour les évacuer, pour les extraire, parce que on ne savait pas où étaient les terroristes, on ne savait pas s'il n'y en avait pas encore dans la salle, et on ne savait surtout pas si le bâtiment n'allait pas exploser d'un instant à l'autre s'il avait été piégé.
Alors, un certain nombre de familles ont été un petit peu interloquées, elles l'ont exprimé à ce moment-là et aussi plus tard, sur le fait que parfois des victimes ont attendu longtemps avant d'être prises en charge. En réalité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on était dans une situation quasiment de guerre. On est dans une situation de guerre. La prise en charge, évidemment, ne peut pas être immédiate, comme lorsqu'il y a 1, 2 ou 3 victimes. D'abord, il faut que le lieu soit sécurisé, il faut que les policiers évaluent la situation, évaluent le danger, évaluent le risque de poursuite de l'attentat, voire d'un surattentat, et à ce moment-là, on intervient. Alors évidemment, là, nous allons effectuer un tri, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont devoir être évacués plus rapidement que d'autres parce que les blessures sont plus graves. Donc il y a des gens qui ont été blessés et qui ont attendu, que l'on a fait attendre, au profit d'autres victimes dont la prise en charge devait être immédiate et s'ils n'avaient pas été évacués immédiatement, seraient certainement décédés. Alors ces événements ont constitué un choc considérable pour tout un pays, pour toute la France et parfois au-delà de nos frontières. Quelques jours après les attentats du 13 novembre, un policier vous a appelé en vous expliquant que ces gars étaient en train de flancher et qu'ils voulaient aller voir les victimes à l'hôpital. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que j'y étais totalement défavorable. Je pense qu'il faut séparer les choses. Le travail du policier, comme du médecin de police d'ailleurs, c'est d'agir dans l'immédiat et ensuite de se dégager, si vous voulez. On ne peut pas endosser tous les malheurs du monde, sinon on va continuer et le risque de psychotraumatisme risque de se pérenniser. Alors vous avez expliqué qu'au début, tout le monde trouvait l'organisation formidable. Et puis, il a suffi de quelques critiques pour que finalement la tendance s'inverse. Vous avez dit, bien sûr, il y a des choses à améliorer. Alors qu'est-ce qui avait amélioré? Qu'est-ce qui a été amélioré de votre point de vue? Il y a toujours à améliorer. D'ailleurs, nous tirons toujours l'enseignement de ce qui s'est passé. Après ces événements, il y a eu de nombreux rétextes, comme nous disons, c'est-à-dire des réunions avec des retours d'expérience. D'ailleurs, au niveau de chaque ministère et ensuite en interministériel. Donc, il y avait des choses à améliorer en matière d'opération de police, en matière de secours. Et tout ça a été mûrement réfléchi. Et d'ailleurs, nos pratiques ont considérablement changé après, à la lumière de ce qui s'était passé. Mais là où je me permets d'insister, c'est que la prise en charge de ce soir-là, pour moi, n'a souffert d'aucun retard et que, quoi qu'il en soit, on n'aurait pas pu faire plus vite. Mieux, probablement, plus vite, certainement pas, eu égard à la situation. N'oublions pas que lorsque nous sommes arrivés, on ne savait pas combien il y avait de terroristes, où ils étaient. On ne savait pas s'il n'y avait pas des terroristes cachés au milieu des victimes, et on ne savait pas enfin si le bâtiment n'était pas piégé ou si d'autres terroristes allaient arriver avec un risque majeur de surattentat. Alors, il y a eu, beaucoup l'ont souligné, un avant et un après ces terribles attentats. Vous évoquiez dans un texte, dans ce texte qui s'appelle Médecin de combat, un homme qui ne comprend pas qu'il n'ait pas pu être pris en charge alors qu'il a une balle dans la jambe et que ça fait 1h30 qu'il attend. Mais en réalité, d'autres sont dans des situations plus critiques. Et vous dites comment faire comprendre cela à une société qui n'a connu aucune guerre sur le territoire depuis 70 ans et pense que l'État est omnipotent. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a radicalement changé dans l'esprit de beaucoup avec cet attentat? Bien sûr. Vous savez, imaginons que vous sortiez d'ici, vous prenez une balle dans la jambe, dans la rue. Vous êtes une urgence absolue. Vous prenez cette même balle dans votre jambe, dans un endroit comme le Bataclan, dans ce type d'événement. Si vous ne saignez pas, parce qu'une artère n'est pas atteinte, si vous ne saignez pas de façon majeure, vous devenez une urgence relative par rapport à d'autres qui ont l'épaule arrachée ou la moitié du visage emporté et qui risquent de mourir dans les minutes si on ne les prend pas en charge. Donc il y a une gradation, il y a une véritable hiérarchie de prise en charge. Évidemment, aujourd'hui, quoi qu'il vous arrive, de toute façon, vous allez avoir des secours qui vont vous prendre en charge dans les minutes. Donc il est difficile de comprendre, et d'ailleurs je le conçois parfaitement, qu'on ne s'occupe pas de vous immédiatement, voire prioritairement.
C'est une espèce d'égoïsme compréhensible, mais il nous incombe d'expliquer ces choses-là. Alors vous avez été dans la colonne de la BRI lors des attentats de l'Hypercacher, vous étiez présent au Bataclan. Oui. Votre histoire personnelle, eh bien, vos grands-parents juifs ne sont jamais revenus des camps de la mort. Comment faire pour échapper au pessimisme et à l'idée que la part la plus sombre de l'humanité finit par s'exprimer de façon répétée? Mais comment faire pour y échapper? Mais je n'y échappe pas. Je suis extrêmement pessimiste. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de continuer à prendre en charge, comme je l'ai fait depuis près de 50 ans, mes semblables, avec le même enthousiasme et le même engagement. Mais néanmoins, je suis extrêmement pessimiste et je n'en sors pas, comme vous le dites. Comment garder cette motivation? À la fin du chapitre là, qui est consacré aux attentats du Bataclan, vous évoquez 6 mois plus tard une journée ensoleillée, un nouveau camion de la BRI qui vient d'être mis en place. Est-ce que c'est ça aussi, c'est de continuer à vivre? C'est ça Bien sûr, c'est un moteur. Il faut avancer. Même si on est pessimiste, on continue d'avancer, sinon on ne peut plus vivre. Et c'est un peu le message que vous auriez envie de faire passer aux familles, parce que là, on est dans un moment difficile, il y a ce procès. Oui, on est dans un moment très difficile pour les familles. De nombreuses plaies psychologiques vont se raviver. Il faut continuer d'avancer. D'ailleurs, beaucoup de victimes avancent, se sont rétablies psychologiquement, du moins en apparence, et continuent d'avancer, et heureusement d'ailleurs. Merci beaucoup, Denis Safran. C'est déjà la fin de cet entretien. Tout de suite, la suite de nos programmes sur France 24.